puis après, on fera des petits focus sur certains aspects de son développement qui me paraissaient intéressants, notamment le développement moral et les compétences sociales. Des outils, alors c'est pas facile en 35-40 minutes d'équilibrer ce qui est très général et inspirationnel et les trucs très concrets, donc j'ai essayé de faire un peu des deux. Peut-être explorer un ou deux outils pour identifier, interpréter et réagir à des comportements dits inappropriés. Un point sur les enfants et les écrans rapide, mais c'est quand même utile. Et puis pour finir, à un moment un peu plus de rêve sur voilà, qu'est-ce que c'est que travailler avec l'imagination débordante des enfants de cet âge, donc essayer de rentrer un peu dans ce rêve-là. Voilà. Si c'est possible, et si on a un peu de temps, éventuellement, on essaiera de faire quelque chose un peu concret à la fin, si ça vous dit. Voilà. Alors, le gros risque de ce genre de topo, c'est de culpabiliser les parents. C'est vrai que la dernière fois, les gens disent oui, mais moi, je ne fais pas tout ça, et puis j'ai raté avec mes plus jeunes. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment pas de vous abreuver de conseils, de vous donner l'impression que vous ne faites pas ce qu'il faut avec vos enfants. C'est plutôt de la même manière qu'on essaye d'aider les enfants à prendre confiance en eux et à se sentir capables, et ben, l'idée ce soir, c'est de vous sentir capable comme éducateur et puis surtout de prendre beaucoup de plaisir avec vos enfants, avec quelques clés de compréhension. L'idée, je citerai beaucoup Maria Montessori, qui est une éducatrice chrétienne extraordinaire, c'est qu'en fait, elle pensait que l'humanité était composée de deux pôles, les adultes et les enfants, et que ces deux pôles avaient des rôles à jouer en fait, pour l'humanité, et qu'en fait, l'un apporte des choses à l'autre et réciproquement. Donc, ça sera un petit peu le thème du jour, quoi. Donc, voilà, exercice difficile entre mi-concret, mi-inspirationnel. C'est comme les journaux de déco, ils essayent de faire un peu les deux. Alors, je vais vous partager l'écran. Voilà. Donc, les 6-12 ans. Donc, j'ai appelé ça foisonnement intellectuel et vie sociale. Vous voyez, avec un petit loulou qui a perdu déjà une dent. C'est en général le premier signe qu'un enfant atteint cette phase de développement, c'est quand il commence à ressembler à un petit vampire. Alors, juste, certains l'ont vu la dernière fois, mais juste quand on parle d'éducation, c'est important de savoir un peu quelle est notre vision des humains. Pourquoi les humains sont-ils sur Terre? Parce que ça a quand même une forte implication sur la façon dont on les éduque. Donc, je ne reprendrai pas cette slide intégralement parce qu'on en a parlé la dernière fois, mais voilà, parler d'éducation, c'est quand même parler de notre vision de l'homme. Pourquoi est-il sur Terre? Et du coup, à quoi éduque-t-on les petits des hommes si ils ont une mission particulière? Voilà. Et donc, la vision chrétienne, c'est quand même que la personne humaine est finalement la créature qui a été voulue pour elle-même et non pas pour un autre but, juste pour elle. Qu'elle a des facultés particulières qui ont été décrites par saint Augustin. La mémoire, c'est la capacité à avoir une intelligence propre et à faire mémoire, une intelligence qui permet de comprendre, de vouloir prendre soin et d'améliorer l'environnement, et puis une volonté d'amour, celle qui nous fait bouger, celle qui nous fait agir, quoi. Et ça nous distingue évidemment des animaux. Et comme on se considère au sommet de la création, mais ça nous donne des devoirs et pour les générations futures. On avait aussi vu brièvement que les humains en fait naissent faibles et dépendants et ils ont un potentiel d'adaptation qui est un peu différent des animaux et qu'en fait c'est l'environnement qui va transformer un petit être en un humain avec dans cet environnement bien sûr l'adulte est guide. Vous vous souvenez je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de l'enfant sauvage qui a été très difficile de l'éduquer parce qu'en fait, il n'avait pas eu cet environnement et qu'on voit bien que l'environnement, s'il n'est pas là dès le départ, il y a des lacunes qui seront difficiles à combler plus tard. On avait aussi vu, alors brièvement, les 4 périodes de développement entre 0 et 24 ans, ça c'est vraiment l'héritage de Maria Montessori, considérer 24 ans comme l'âge de la maturité. Donc vous voyez, il y a des périodes de 6 ans. La dernière fois, on a parlé de la période de la petite enfance de 0 à 6 ans. Donc, vous voyez, il y a des périodes qui sont rouges, 0-6 et 12-18, parce que c'est des périodes d'instabilité et de forts changements.
et qui correspond effectivement à des périodes souvent un peu plus difficiles pour les parents. Donc, j'imagine qu'il y aura beaucoup de monde la prochaine fois pour le topo sur les adolescents. Et néanmoins, dans la période 6-12, il y a des choses très intéressantes qui se passent, mais c'est vrai que globalement, c'est une période un petit peu plus calme, qui, cette fois, va avoir comme focus particulier l'indépendance d'esprit, c'est-à-dire la grande affaire de cette période, c'est la lecture, l'écriture, donc cette indépendance intellectuelle. Elle avait aussi dessiné des triangles, vous voyez, avec 3, 9, 15, parce que la période, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, entre 6 et 9 ans, c'est la période la plus intense d'acquisition de la connaissance. Et puis ensuite, la deuxième période à l'intérieur des 6-12, 9-12, c'est une période de consolidation. Donc, c'est intéressant ce graphe pour voir tout ça. Donc, voilà. Donc là, on va arriver donc, chez les 6-12. Vraiment, la grosse acquisition d'indépendance, ici, ça va être l'indépendance d'esprit. Alors, on va regarder les différentes étapes du développement des enfants. Donc, commençons par le développement physique. Souvent, le développement physique accompagne un développement psychique et intellectuel. En fait, tout ça va ensemble. On sait bien que l'un cause l'autre. C'est en particulier vrai pour les adolescents. Donc, là, comme je disais, un des principaux changements d'apparence de l'enfant, ça va être les dents, perdre ses dents. Donc voilà, il ressemble à un petit vampire. C'est un des premiers signes en fait qui rentre dans cette étape de développement. Il va perdre ses petites rondeurs de bébé. Ses cheveux aussi vont être différents. On sent qu'il a une bien meilleure coordination de ses mouvements. La latéralisation est en place normalement, meilleure motricité. Et puis, une santé beaucoup plus robuste. Donc, voilà, pour nous, les parents, c'est un moment où on est quand même moins coincé par des rhumes à répétition et donc une grosse énergie. Alors, pour nous, adultes, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il n'y a pas grand-chose pour les enfants, si ce n'est quand même que parfois, l'enfant il a conscience qu'il est un peu moins mignon, entre guillemets, qu'avant, surtout s'il y a des petits frères et sœurs derrière. Donc, c'est vrai que pour les parents, bah oui, tu grandis, tu n'y peux rien et c'est très bien et tu arrives à une autre étape. C'est aussi dans la mesure où l'enfant est plus capable de coordonner ses mouvements, il commence à pouvoir mieux s'organiser tout seul pour faire ses activités, son travail. Il aime pouvoir avoir un lieu où il fait ses choses. C'était déjà pour les petits, c'était compliqué. Enfin, il fallait que ce soit l'adulte qui gère. Là, il peut commencer dans les écoles Montessori. Les enfants ont le droit de sortir de la classe, de faire des activités ailleurs parce qu'on les sent déjà plus responsables. Et contrairement aux petits de 0 à 6 ans, où l'enfant est content de faire un geste juste pour plaisir de faire un geste, là, c'est un enfant qui ressemble plus à un adulte qui va accomplir une tâche en vue d'un but, ce qui n'était absolument pas le cas des petits qui, lui, répètent parce que ça l'amuse de répéter. Alors, pour ce qui est du développement émotionnel et social, alors ça, là, il y a de gros changements. Déjà, l'enfant, il commence à vouloir prendre son indépendance. Il n'a pas envie d'être trop chouchouté. Il nous fait comprendre si on le bloque trop. Et sa sécurité, il va moins la trouver avec son papa et maman, mais plutôt avec ses copains. Et là, vraiment, il va montrer une grande préférence pour tout ce qui est travaux de groupe. Vraiment, il a une sorte d'instinct de meute avec ses rites, ses codes, et il aime beaucoup ça. Donc, il essaye de se construire comme membre de la société, d'où le fait qu'il va beaucoup aimer former des petits clubs, des petits groupes. Ça, j'ai mis une photo de scout parce que c'est vrai que les scouts, pour eux, c'est typiquement une activité qui convient très bien à cet âge-là. Alors, ce qu'il a aussi d'amusant à cet âge, c'est que l'enfant va être à un stade où il va juger, il pose des questions et il a tendance à être un peu cash sur les défauts des autres. Pas forcément prendre beaucoup de pincettes. Donc, ça a du genre à dire pourquoi sa grand-mère a la peau qui pend sous le menton, enfin, d'être pas très diplomate. Donc, à nous de gérer ça. C'est aussi la période de l'intrépidité, aimer les défis. Il ne faut pas de trucs trop faciles. Ils veulent des trucs difficiles, ils veulent de l'aventure. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis cette photo de cet enfant couvert de boue qui est hyper content d'avoir fait cette aventure, notamment à l'extérieur, dans la nature. C'est aussi un moment où il a un sens très aigu de la justice. Il va s'indigner. S'il y a des choses qui lui paraissent parfaitement injustes, il va s'indigner.
Et il va faire la leçon à ses parents s'il ne trie pas les ordures. Et attention, les ours polaires, ils vont fondre sur la banquise, c'est pas bien. Donc ça, il va être assez direct sur ce sujet. Et puis, c'est pas juste, quoi. Vraiment, ça rengaine, mais c'est vraiment pas juste. Et c'est aussi où progressivement, il va s'instaurer un culte du héros qui est très fort. Donc, globalement, quand même, d'un point de vue émotionnel et social, un moment où on peut dire que c'est l'enfance, globalement, l'enfance heureuse, et l'enfant est plutôt plus stable émotionnellement que le petit qui fait ses crises, qui peut avoir des sautes d'humeur terribles. Donc, en fait, pour nous adultes, je pose là des jalons, mais c'est vrai que quand on a un enfant, voilà, comme ça, on peut dire que ça va être un moment où il va falloir qu'on lui offre des opportunités de vivre ces besoins-là que j'ai listés ici, de travailler avec quelqu'un. Moi, quand j'ai des groupes d'enfants de cet âge-là, dont je fais l'éducation religieuse, et c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est plus avec qui ils vont faire le travail qui les intéresse que le contenu. Donc ça, c'est très important pour eux. Donc voilà, tout ce qu'ils vont apprendre, c'est à collaborer avec d'autres. Ça ira pas sans heurts et difficultés, mais ça, c'est vrai, ça l'intéresse beaucoup. C'est aussi un âge où il va falloir commencer à réfléchir à lui donner un petit peu plus de latitude entre l'école et la maison. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à augmenter le périmètre où il a une certaine liberté? Quand je disais que l'enfant s'y juge, c'est vrai qu'il peut avoir l'air un petit peu insolent et impoli à cet âge-là. Moi, je me souviens d'un de mes enfants qui, un jour, à 6 ans, m'a regardé en disant « Tu m'emmerdes ». Alors, devant ma réaction interloquée, il m'a dit « Ah, je savais pas, je savais pas ». Et c'est vrai, parfois, ils ne savent pas. Ils disent des choses comme ça un peu. Donc, c'est un peu à nous aussi de l'aider à développer son tact, de lui faire comprendre que dire à sa grand-mère qu'elle a la peau qui pend, ça lui fait peut-être pas très plaisir. Donc, ils sont capables, en fait, de ça. Mais ils sont un petit peu bruts de décoffrage, quoi. Donc, à nous de les aider aussi à développer ce sens de la diplomatie. Parce qu'en fait, il va commencer, autant le petit 3-6 ans, il a beaucoup d'empathie pour lui-même. Ensuite, à partir de 6 ans, ils vont développer une empathie pour eux vis-à-vis des autres. Ce n'est pas encore une empathie complète pour les autres. Et puis ensuite, il va développer la compassion, la loyauté aux autres. Mais ça, c'est vraiment son apprentissage du moment. Et puis, quand on fait des activités avec eux, il faut essayer toujours de faire un petit peu plus difficile qu'on imaginait. Alors, pas trop pour les démoraliser, mais c'est vrai que pas trop simple. Parce que si on leur propose des choses trop simples, ça ne les intéresse pas, ils le font en 2 minutes. Et donc, voilà. Et puis, les laisser prendre un petit peu des risques. Limiter, mais commencer à les aider à faire des risques. Est-ce qu'on fait une sortie? Mais on fait une sortie où l'enfant va être un peu, comment il va prendre le métro, il va prendre la carte. Il faut essayer de l'aider à sortir de son cocon. Et puis, donc, ce que je disais aussi, c'est que c'est vraiment l'âge béni pour tout ce qui est activité collective. Donc, les scouts. Alors, moi, je suis une fan des scouts, mais aussi parce que le scoutisme a été directement inspiré de Maria Montessori. Baden-Powell était un disciple de Maria Montessori, parce que là, c'est typique du club où il y a des règles, des rites, du défi, de l'aventure, mais ça peut être aussi une équipe de sport collectif. Donc ça les intéresse beaucoup. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, ben, voilà, lui proposer aussi des héros qui en valent le coup. Comme il a besoin de héros, il va en trouver. Après, ils ne seront peut-être pas ceux que vous avez envie pour votre enfant. Donc, peut-être être un peu proactif sur se dire quel genre de héros j'ai envie de proposer à mon enfant et sous quelle forme. Et la dernière étape, c'est la partie en fait intellectuelle et mentale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en 0-6 ans, on avait parlé de l'esprit absorbant d'un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant de 0-6 ans, il absorbe tout ce qu'il a. Il absorbe les langues, il absorbe les mots, il absorbe tout ce qui se passe. Cet état, donc le fait qu'il est capable d'apprendre très facilement des langues sans effort, c'est lié à cet esprit absorbant. À partir de 6 ans, il va commencer à avoir ce qu'on appelle un esprit résonnant. C'est-à-dire qu'il devient plus comme nous. C'est-à-dire que pour apprendre, pour retenir, il faut bosser. Donc, c'est un peu différent. Et puis, l'esprit absorbant absorbe tout, alors que l'esprit résonnant commence à faire des choix sur ce qui les intéresse ou ce qui ne les intéresse pas. Un petit veut savoir le nom des choses, alors qu'à partir de 6 ans, il veut savoir le pourquoi des choses, d'où elles viennent, comment ça marche et pourquoi. C'est
Maria Montessori trouvait que dans les écoles, on ne stimulait pas assez les enfants parce que c'est le moment de leur développement intellectuel le plus fort, en fait, entre 6 et 12 ans. Donc, par développement intellectuel, on peut dire qu'ils sont capables de faire de la recherche d'informations, de l'intégrer. Ils aiment beaucoup, en fait, les synthétiser. Ils savent aussi commencer à relativiser le savoir. Donc, ça les intéresse beaucoup. Et alors, l'autre chose qui est très intéressante, c'est cette capacité à commencer à rester encore ancré par la réalité, mais avoir une faculté d'abstraction. Et on voit ça souvent parce qu'ils commencent à développer un certain sens de l'humour. Vous voyez, d'être obligé de prendre les choses au deuxième degré, de faire des jeux de mots. Et c'est là, en fait, qu'ils commencent à avoir cette faculté d'abstraction qui se développe. Et c'est, en fait, des moments, on en parlera tout à l'heure, où, grâce à cette faculté d'imagination, elle est au service de leur apprentissage. C'est elle qui leur donne envie d'apprendre. Donc, en fait, c'est vraiment très intéressant de leur proposer des choses qui vont nourrir l'imagination parce qu'ensuite, ça va générer beaucoup d'énergie pour apprendre, pour en savoir beaucoup plus. Donc, des grands récits qui leur permettent d'avoir envie d'en savoir bien plus. Et puis, bon, bien sûr, la grande période de cette tranche d'âge, c'est écrire et lire. Donc, ils aiment recopier, ils aiment lire, ils aiment apprendre ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui... Voilà, alors, au début, il faut que recopier la pensée des autres, et puis progressivement, ils vont être très heureux de pouvoir exprimer leur propre pensée par écrit, quoi. Et aussi, la différence avec des petits, c'est qu'ils aiment commencer par le général pour ensuite descendre dans le particulier. C'était exactement l'inverse pour les petits de 3 à 6 ans. On peut dire que l'enfant est tellement intéressé par tout son entourage que Maria Montessori comparait en fait l'enfant comme une araignée au milieu d'une grande toile qui déploie en fait sa forme sur une grande surface. Donc le champ d'action de la toile d'araignée est bien plus grand que celui de l'animal en lui-même. Les enfants aiment en fait des grands travaux motivants. Vous voyez, là, j'ai une photo d'un enfant qui est dans le groupe religieux dont je m'occupe. Ils aiment les grands travaux qui leur prennent plusieurs séances, qui les motivent avec encore beaucoup l'usage des mains à cet âge-là, quoi. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que autant le petit enfant a besoin d'ordre, parce qu'en fait, ça le perturbe beaucoup quand les choses ne sont pas à leur place, parce qu'il est en train de construire son monde intérieur. L'enfant plus grand n'a plus besoin de ce monde extérieur ordonné pour faire de l'ordre à l'intérieur, ce qui fait qu'il devient très bazar. Ça ne l'intéresse plus du tout. Même son apparence, sa propreté l'intéresse moins, alors qu'un petit qui a les mains collantes et sales, ça le perturbe beaucoup. Autant là, il va s'essuyer sur son t-shirt, il n'y a plus de problème avec ça. Mais ça, c'est parce qu'en fait, à l'intérieur, il n'a plus besoin de cet ordre extérieur pour avoir un ordre intérieur. En fait, son cerveau est en train d'organiser ses idées, une sorte de bibliothèque, il est en train de tout classer, mais l'extérieur l'intéresse beaucoup moins, quoi. Alors, il a besoin de l'adulte pour apprendre à quand même ordonner les choses. Et puis, moi, souvent, quand je commence une séance avec des enfants de cet âge-là, ils disent qu'est-ce qu'il y a de nouveau, parce qu'ils n'ont plus envie de répéter. Un petit, il peut verser pendant des heures dans le même pot, et encore la même histoire, et encore, et encore. Là, lui, il veut toujours de la nouveauté. Alors qu'en fait, il a quand même besoin de répéter certaines choses pour se les approprier, mais il a besoin de le faire dans la variété. Donc, c'est vrai que si on propose une chose qu'on a déjà fait à un enfant, j'ai tendance à nous renvoyer paître en nous expliquant que, franchement, il a déjà fait, ça ne l'intéresse plus du tout, quoi. Donc voilà, les 3 aspects physique, psychique et mental de l'enfant que je vous ai décrits en quelques mots. Alors, il y avait un sujet qui est vraiment intéressant, qui fait un peu ringard, s'appelle la formation morale. Mais il faut savoir que c'est vraiment un besoin profond, psychologique très profond chez les enfants. Alors, morale, ça veut dire mœurs, conduite, manière d'agir, genre de vie, habitude. On a tendance à dire que la morale, oui, c'est un ensemble de principes qui règlent une conduite. Vraiment, il y a 2 conceptions de la morale. Il y a une morale objectiviste qui dit qu'il y a une chose objective, une loi morale qui ne dépend pas de l'homme, mais qui dépend de Dieu, ou pour certaines personnes qui dépendent de la raison. Et puis, il y a une vision un peu plus relativiste qui décide qu'on peut décider quelles sont nos propres règles.
voilà, nous, on s'inscrit dans un contexte objectiviste en tant que chrétien, en disant que voilà, il y a des règles vraiment objectives qui intéressent les enfants. Et on peut dire que c'est vraiment une nécessité viscérale pour l'enfant de comprendre les règles. Et en fait, assez rapidement, il va se rendre compte que s'il ne comprend pas les règles de l'environnement où il habite, il va vivre mal et que ça va être difficile. Et progressivement, bah oui, si je ne connais pas la règle de la gravité, je vais me faire mal. Si je ne reconnais pas les règles de la circulation automobile, je vais avoir des difficultés. Et donc, en fait, il est vraiment intéressé par ça. Et finalement, on va finir par comprendre, et c'est en ça qu'on peut vraiment les aider, qu'il peut finalement vivre dans n'importe quel environnement s'il comprend les règles. Et ces règles, en fait, il peut aussi les trouver belles. Ce n'est pas une histoire de contrainte. Et Sofia Cavalletti, qui est une bibliste et une catéchiste italienne qui a repris les travaux de Maria Montessori, qui disait « Le premier pas dans le sens de la connaissance des normes doit être toujours celui de les trouver belles et justes et qu'elles nous donnent envie de les appliquer. La base de la vie morale, c'est toujours l'état amoureux. Mesurer l'écart entre la beauté des idéaux et notre capacité à les réaliser vient toujours dans un deuxième temps. » Et dans une vision chrétienne du monde, notre histoire et notre projet, c'est un besoin de communion, d'amour, qui est en train de se réaliser en moi et dans le monde. Et si je fais obstacle à cette communion d'amour, eh bien, je vais vivre mal. On peut dire que l'état ultime d'un manque d'amour, ce serait une guerre, et tout le monde vit tellement mal pendant une guerre, quoi. Et Claude Lévi-Strauss aussi le disait à sa façon, en disant, mais en fait, les normes morales ne sont pas une chose arbitraire, mais c'est vraiment une façon de rentrer dans une réalité profonde, on pourrait même appeler ça une réalité cosmique, en fait. Alors, dans la tradition juive et chrétienne, toutes les règles, en fait, s'appuient sur une règle, et qui, en fait, les règles sont déclinées à partir d'une règle centrale qui dit d'aimer Dieu de tout son corps et les autres comme soi-même. Donc, en fait, la réalité pour l'enfant à explorer, c'est cette réalité de l'amour, quoi. Toute expression d'amour construit le monde, et tout ce qui divise, amène la haine ou l'inimitié, va à l'encontre de cet ordre cosmique. Et puis ensuite, bien sûr que ça prend du temps de comprendre cette règle, et elle se décline en différentes choses, d'indications de comportement qui vont être connues, appliquées, mais surtout, on espère, aimées, quoi. Et donc, Maria Montessori, elle parlait d'une éducation dilatatrice. C'est-à-dire qu'en fait, elle disait, les normes sont comme des sentiers qui nous aident à cheminer dans le monde, mais l'environnement dans lequel ils sont tracés, ces sentiers, doivent être sans limite et nous donner envie de nous y aventurer. Et finalement, avec les enfants, on peut s'émerveiller en disant, mais que le monde serait beau si nous étions tous capables d'appliquer, par exemple, les 10 commandements. Un monde où Dieu aurait sa place, un monde sans violence, sans mensonge, où même en pensée, on ne ferait pas de tort au monde. Et c'est ça, en fait, qui donne à l'enfant envie de progresser dans cet ordre de l'amour. Alors, comment on va soutenir ces nouvelles compétences sociales qui vont se heurter à ces règles et ces difficultés chez l'enfant? Parce que bien sûr, l'enfant à 6 ans et entre 6 et 12 ans est bien plus extraverti qu'il ne l'était quand il était petit. Il veut appartenir à un groupe, à une meute. Quand il arrive à l'école, il ne se retourne plus, il court rejoindre ses copains. Qui dit vie sociale dit dispute. C'est qui le chef? Et qu'est-ce qui est dans le groupe? Qu'est-ce qui n'y est pas? Et vous voyez souvent comme ça peut être terriblement douloureux quand un enfant n'arrive pas à être dans un groupe ou il n'est pas invité à un anniversaire. On sent que ça compte plus que tout pour eux. Ils ont vraiment ce besoin d'appartenance qui est très fort. Alors j'aurais envie de dire, ça s'apprend un peu en amont de cette période sociale et à la maison. Ça commence là. Et je dirais que nous, en tant que parents, on a vraiment un devoir d'agir en tant que représentant du monde réel. Un représentant miséricordieux, bienveillant, attentionné, mais néanmoins représentant. Et si
par nous, il n'arrive pas à comprendre comment la réalité va fonctionner, il ne va pas du tout être armé une fois qu'il va sortir et rentrer dans ces clubs, ces trucs d'enfants, ce qui se passe. Donc en fait, c'est vrai qu'on dit toujours que voilà, les enfants doivent assurer le bonheur, stimuler la créativité de leur chéri, leur estime de soi. Mais en fait, je pense que pour moi, le premier travail de l'enfant, c'est de rendre cet enfant socialement désirable dans la société dans laquelle il va vivre. Parce qu'en fait, un enfant qui est socialement accepté, il a des meilleures perspectives, il aura bien entendu une meilleure estime de lui, une plus grande sécurité, qui dit plus grande sécurité dit plus grande créativité, en fait tout le reste en découle. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'un enfant, je parle ça de grâce et courtoisie, c'est quand même de se dire, est-ce que le comportement que cet enfant a chez moi aujourd'hui serait acceptable à l'extérieur? Et si ça ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que moi, je suis un parent et je l'aime infiniment, mais autour de lui, il n'y aura pas que des gens qui l'aimeront infiniment et qui le trouveront mignon et sympa. Donc, si ce n'est pas acceptable à l'extérieur, c'est peut-être pas acceptable à la maison. Et donc, la compétence à essayer d'aider, sur laquelle il faut aider nos enfants, c'est de l'aider à trouver lui-même ses solutions. Et avec ses frères et sœurs déjà dans un premier temps, quoi. Donc, comment on va lui apprendre à gérer ses problèmes, quoi, et à les gérer par lui-même? Alors, au début, il ne sait pas bien faire, hein. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un enfant, il va être d'autant plus capable de trouver des solutions qu'on va l'aider à participer à son élaboration. J'ai un problème avec un copain. Bon, quelles sont mes options? Alors là, j'ai mis un outil. Vous pouvez le googliser. C'est des formations qui s'appellent Kelso, qui s'appelle la roue des choix. Donc, quand dans des groupes, par exemple, de cet âge-là, on gère un groupe, on peut afficher ça et dire, ben voilà, tu as un problème avec un copain et tu vois, là, dans cette roue, tu as plusieurs solutions. Est-ce que vous pourriez les regarder, en choisir peut-être une ou deux qui vous permettraient de résoudre votre problème? Donc, voilà, les mettre en position et en posture de trouver aussi une solution à leurs difficultés sociales qui peuvent arriver. Alors, je voulais aussi vous proposer, quand il y a vraiment une difficulté à un enfant, peut-être que certains connaissent ça déjà bien, c'est comment coopérer à un enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à élaborer une solution tout en étant assez strict éventuellement sur les choses qui sont acceptables ou pas chez nous. Ça, c'est un outil qui a été développé, qui est remarquable par une Béatrice Sabaté qui a repris ça d'une américaine qui s'appelle Jess Nielsen, qui s'appelle la discipline positive. Si vous avez vraiment eu des galères avec vos enfants, je vous conseille vraiment d'aller regarder. Je vous donnerai les références à la fin. C'est comment on opère avec les enfants. Donc, vous voyez en jaune, on passe 3 étapes sur 4 étapes qu'elle explique à connecter avec un enfant, quoi. Quand j'ai un problème, je sais pas, moi j'ai un fils qui est exaspérant parce qu'il balance ses chaussures et ses chaussettes partout dans l'entrée et il les ramasse jamais, ça rend mon mari dingue, ça nous sert tous. Bon, qu'est-ce que je fais? Je peux l'engueuler, on l'a fait pendant des années, ça marche pas. Donc, s'asseoir avec un enfant et identifier le problème, rester factuel. Alors, faut pas faire ça quand on est hyper en colère, quoi. Je vois que, je remarque que, est-ce que je peux en parler et lui poser des vraies questions? Je vois que tu enlèves tes chaussures et que tu laisses en bas et laisser l'enfant s'exprimer et reformer son oui, parce que je déteste les chaussures, j'ai très chaud dedans, je déteste les chaussettes, ça me saoule tellement d'enlever mes chaussures. Ah, très bien. Ah, je comprends, c'est vrai que c'est pas marrant d'avoir d'être enfermé dans les chaussures tout le temps. Bon, ok. Est-ce que je peux te parler de moi, ce que je pense? Qu'est-ce que tu vois? Je te dis, voilà, moi, on trébuche sur tes chaussures quand on arrive. C'est vraiment pas agréable d'avoir des chaussettes qui traînent sur le fauteuil dans l'entrée. Ton père arrive du boulot hyper énervé parce que ça l'exaspère aussi. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en comprends? Bon, bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, souvent, ils n'ont pas des solutions très réalistes. Une fois, j'avais une discussion avec mes fils qui avaient 11 ans sur comment pas oublier ses livres à l'école et il m'avait dit, en fait, c'est simple, je regarde ceux qui restent et si parmi ceux qui restent, c'est ce dont j'ai besoin, c'est que j'en ai oublié une. Sauf que je lui dis, oui, sauf que si tu en as un qui est sous ton lit, tu ne verras pas que tu l'as oublié, donc c'est peut-être pas. Alors, ils ne sont pas toujours très. Mais voilà, ils peuvent trouver des solutions. Alors, mon fils, il peut dire, ah, mais je vais monter mes chaussures au 3e étage tous les soirs. Bon, est-ce bien réaliste? Ça va te casser les pieds de monter les pieds. Est-ce qu'on peut trouver une solution? D'accord. Très bien, je te remercie. On va donner rendez-vous. Donc, c'est vrai que
voilà, il va apprendre à gérer lui-même et à trouver une solution. Et ça peut être une discussion aussi sur un problème qu'il y a à l'école. Qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est vraiment ça, ça aussi s'appelle, ça ressemble aussi à la communication non violente. Il y a beaucoup de ces outils, mais d'abord se connecter. Si vous voulez tout à l'heure, si vous avez un souci, on peut, si on a le temps et si ça fonctionne, parce qu'on est quand même nombreux ce soir, essayer de faire un duo avec deux parents. Si vous avez un problème avec un enfant, essayez de voir qu'est-ce que ça pourrait donner en discussion. On pourra faire ça tout à l'heure avec Isabelle. Alors, je voulais faire un point sur ce qu'on peut appeler des comportements inappropriés. Parce que là, on a parlé d'un mode de coopération, mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller un peu au-delà pour essayer de comprendre quand un enfant a un comportement manifestement inapproprié. Essayer de comprendre le pourquoi. L'idée, c'est quand même toujours de se dire, voilà, il y a un comportement inapproprié, ça peut être lié à plein de choses. C'est toujours la vision de l'iceberg. On a un comportement, mais en dessous, il y a pas mal de choses. Alors, la première des choses, c'est qu'un enfant peut avoir un comportement inapproprié juste parce qu'il n'a pas du tout connaissance des attentes. Il n'a pas dit bonjour à une personne, en fait, il ne sait pas que c'est plus aimable de donner, je sais pas, de saluer quelqu'un par son nom. Voilà, ça, c'est facile à identifier, il suffit de lui dire, tu sais, c'est bien d'appeler les gens par leur nom plutôt que de dire bonjour tout court. Voilà. Ça peut être aussi un manque de compétences. Par exemple, la compétence empathique. Ouais, bonne maman, elle a la peau qui pend. Écoute, peut-être que ça, c'est pas une bonne chose. Mais ça, c'est pas très difficile non plus à leur apprendre. Et ça peut être aussi lié à un stade normal de développement. Justement, cette capacité à être un peu cash. On peut aussi identifier que ça peut être lié à ce qu'on appelle le cerveau reptilien, c'est-à-dire la faim, la fatigue, une baisse d'hypoglycémie, ça peut créer un comportement, mais ça aussi, c'est pas très difficile d'y remédier. En revanche, et là où c'est plus intéressant d'y réfléchir, c'est que ça peut être lié aussi à un vrai sentiment, une souffrance, un sentiment d'incapacité ou de découragement. Et ça vaut vraiment le coup d'essayer de décrypter ce qui peut se passer chez un enfant qui a un comportement inapproprié. Parce qu'il peut y avoir des croyances derrière qui ont été développées suite à un incident, et pas seulement à la faute des parents d'ailleurs, hein, ça peut être l'environnement. Et c'est vraiment intéressant de creuser un petit peu. Alors, il y a quatre attitudes. Alors, essayez de voir parmi vos enfants si vous reconnaissez un des vôtres. La première ligne, c'est les 4 attitudes. Alors, vous avez l'enfant qui accapare l'attention, qui est tout le temps en train de vous happer et voilà, qui veut toujours être au centre, ça va vous agacer. On en parle après. L'autre chose, c'est celui qui va vous affronter. C'est le tough cookie, là. C'est celui qui va directement aller au clash avec vous. Il y a aussi des enfants qui peuvent faire quelque chose de douloureux, qui peuvent se venger. Et ça, c'est aussi une autre attitude qu'il faut décrypter, ou l'enfant qui a l'air d'abandonner. Et en fait, derrière ça, il y a un certain nombre de croyances que j'ai écrites en dessous. Et ça vaut vraiment le coup de réfléchir. C'est-à-dire, un enfant qui accapare l'attention, derrière, il y a une croyance qui est « je compte seulement quand toi, papa ou maman, ton attention est centrée sur moi et que je suis seule avec toi ». Et vraiment, je ne suis important que quand j'ai un adulte, et ça peut arriver avec ces instituteurs aussi, quand l'adulte est centré sur moi. Je veux qu'on me remarque. Celui qui affronte l'adulte, lui, en fait, il a une autre croyance derrière qui est je n'appartiens, parce que tout le monde veut appartenir, hein, c'est vraiment ce qui tous les enfants veulent appartenir, mais eux, celui-là, il dit je n'appartiens que lorsque je suis le chef, lorsque je suis en contrôle et en prouvant que personne pourra me commander quoi faire. Et lui, ce qu'il me dit, c'est vous ne pourrez jamais me forcer à faire un truc que je ne veux pas faire. Celui qui se venge ou qui va faire mal à quelqu'un, lui, il se dit je souffre, je n'ai pas de sentiment d'appartenance, donc je fais mal aux autres, comme ça tout le monde va souffrir comme moi. On peut faire ça à un frère et sœur, par exemple. D'ailleurs, je ne peux pas être aimé. Et le dernier, celui qui baisse les bras et qui peut être très déstabilisant pour l'enfant, c'est
je ne pourrai pas jamais appartenir, donc je vais prouver aux autres qu'il n'y a rien à espérer de moi. Comme ça, il va confirmer sa croyance. Je ne peux pas aider, je suis incapable, rien ne sert d'essayer, et d'ailleurs, je ne ferai pas bien. Alors, pour essayer, ce qui est intéressant, c'est que si vous pensez à certains de vos enfants, ce qui est je dirais le baromètre pour savoir à quel type de croyance vous avez affaire, si vous avez un enfant qui rentre dans une de ces 4 cases, et a priori, d'une façon ou d'une autre, un comportement inadapté rentre dans une de ces cases, c'est ce que vous allez ressentir, ce que j'ai mis en jaune. Donc, un enfant qui est dans la case « j'accapare l'attention », il va vous agacer, vous allez être un peu inquiète, cet enfant qui s'accroche, vous allez être irrité, peut-être que vous allez peut-être vous sentir vaguement coupable. Et puis, du coup, ce que j'ai mis dans la ligne en dessous écrit en rouge, vous avez tendance de soit persuader l'enfant de faire ou faire à sa place ou répéter la consigne, mais ça ne marche pas. Donc ça, c'est vrai. Si vous vous sentez agacé, irrité, inquiet, voire un peu coupable, vous avez probablement affaire à un enfant qui cherche à accaparer l'attention parce qu'il a l'impression qu'il n'y a que comme ça qui compte. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Pour celui qui affronte, là, clairement, vous allez être super en colère, vous allez vous sentir défié. Donc, soit vous avez une personnalité qui aime confronter et vous allez vous confronter, soit vous allez céder en disant de toute façon, ça ne sert à rien. Vous allez penser, tu t'en tireras pas comme ça, mon coco, je vais te souffrir et c'est moi qui ai raison. Et donc là, c'est clair que là, vous allez au clash directement. Selon votre personnalité, ça peut être un peu dur, quoi. Un enfant qui se venge ou qui fait mal, en tant que parent, vous allez vous sentir vraiment blessé, déçu, voire dégoûté, vous dire mais comment un enfant peut faire une chose pareille, le prendre peut-être même personnellement. Vous allez avoir envie de répliquer, de vous remettre à égalité par rapport à ce qu'il a fait, que ce n'est pas possible. Et donc là, il y a une notion de riposte et de vain qui peut aussi être un cercle vicieux. Alors, si vous avez un enfant qui a tendance plutôt à être dans la catégorie de celui qui n'a pas le moral et qui baisse les bras, ça va vous allez sentir très impuissant, très démuni, peut-être même un peu incapable. Et là, voilà, vous avez envie de le surprotéger ou alors vous allez vous démoraliser vous aussi. Vous allez lui montrer que vous aussi, vous perdez confiance en vous par rapport à ça, ce cercle vicieux. Et donc, par rapport à ces quatre types de comportements d'enfants, voilà, si un enfant vous dit, en gros, remarquez-moi, impliquez-moi, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un enfant qui a besoin de temps. Ça peut arriver, j'ai remarqué, moi, ça avec des enfants, quand il y a un petit frère ou une petite sœur qui est né, on peut voir ce genre de comportement. Donc, en fait, cet enfant, on a besoin déjà de l'impliquer dans quelque chose qui sont utiles, savoir qu'il compte, mais en revanche, ce n'est pas le moment de céder à ce moment-là, c'est de lui dire « tu comptes pour moi et je passerai un moment avec toi plus tard » et que ce n'est pas forcément le moment de lui donner cette attention spéciale, sinon c'est clair qu'il va recommencer à la première occasion. Mais une fois qu'on a identifié ce problème, de lui dire « écoute, je te donnerai ce moment, on va le définir ensemble ». Et c'est un enfant qui va avoir besoin de routine. Voilà, je sais que je vais avoir ce moment. Et donc, on peut lui donner souvent c'est un enfant qui aime bien avoir des petits signes non verbaux. Si on s'est mis d'accord avec lui, tu sais, quand tu me fais ça, que tu vas comme ça, tu sais, on a ce petit moment tout à l'heure, ou lui mettre un petit code. Tu sais, j'ai entendu, mais on va en reparler tout à l'heure ensemble. Donc, c'est un enfant qui a vraiment besoin de savoir qu'il va avoir un moment particulier, mais pas au moment où il souhaite, au moment où vous l'avez décidé ensemble. Alors, l'enfant qui affronte, lui, il dit « laissez-moi participer, donnez-moi des choix ». Alors là, ce n'est pas le moment. Vous pouvez lui dire que « ok, je ne peux pas t'obliger, d'accord, j'ai compris, mais alors je te donne 2 choix. Soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. C'est redoutable. D'accord, tu ne veux pas faire tes maths. Parfait. Soit je t'aide à les faire maintenant, soit tu les feras tout seul tout à l'heure. » Voilà. Mais voilà, il y a des choix assez limités, et bien curieusement, ça marche super bien, ça. C'est de se dire, je comprends.
Se retirer du conflit. Je ne rentre pas dans le conflit avec toi, je me retire. Je t'aime, mais je suis ferme. Et en fait, souvent, c'est des enfants qui acceptent pas mal les routines. On s'est mis d'accord et c'est la routine qui est le chef et c'est pas l'enfant. Ça, c'est assez intéressant. Et c'est là où peut-être avoir un dialogue, comme on l'a vu tout à l'heure, de coopération, on met en place une solution peut être super utile. Alors, il y a celui qui dit aidez-moi, j'ai mal. Alors là, il faut, enfin, un enfant qui a, je sais pas, fait très mal à son frère, il est quand même pas bien non plus, il a fait quelque chose de violent. Malheureusement, il va falloir quand même, bien sûr, protéger le petit frère, mais quand même aussi comprendre qu'on a compris qu'il se sent mal. Est-ce qu'on peut en parler? Vous voyez, tous ces systèmes d'écoute active, il faut qu'il crache ce qu'il a sur le cœur, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. La punition à la réplique ne fera qu'aggraver son sentiment. On est concerné, on peut t'encourager, et on peut discuter de ce qui s'est passé. Et probablement, il va falloir lui demander de réparer. Mais ce n'est pas une punition, de réparer. C'est qu'est-ce que je peux faire pour réparer ce que j'ai cassé ou la personne à qui j'ai blessé. Et dire ça et identifier vraiment qu'il y a une souffrance derrière. Et puis, pour celui qui est un petit peu découragé, je pense qu'il faut lui proposer, je ne sais pas si c'est parce qu'il est découragé avec l'école, des étapes intermédiaires, simplifier les tâches jusqu'à ce qu'il ait un premier succès. Toute initiative est bonne à encourager, même minime, et peut-être construire à partir de ses centres d'intérêt des choses qui vont lui permettre d'avoir un peu plus confiance en lui. Et là, il faut y aller tout doucement. Moi, j'ai eu un enfant comme ça, c'était affreux, il avait l'impression qu'il était complètement nul, et c'est vrai qu'il faut vraiment avoir des petites étapes et des petites victoires pour reconstruire cet enfant, quoi, et lui tendre la main. Et ce n'est pas les cas les plus simples, celui-là. Est-ce que vous reconnaissez certains de vos enfants dans ces cases? J'en vois qui sourient. Bon. Si vous voulez, dans tout ce qui est livre, la discipline positive, il y a une mine d'or, en fait, pour traiter chacun de ces enfants. C'est vraiment super intéressant. Je veux dire, moi, ça fait 10 ou 15 ans que je connais ce truc-là et j'ai trouvé des choses incroyables, quoi. Vraiment intéressant. Alors, les écrans, rapidement. Je vous conseille, je trouve que les meilleures choses que j'ai lues sur ce sujet, c'est un psychiatre qui s'appelle Serge Tisserand et qui a un site qui s'appelle 36912 et qui est en fait assez clair qui a des idées intéressantes. Moi, je fais partie d'une génération de parents, je suis peut-être un peu plus âgée que vous, mais nous, on s'est pris les écrans pleine figure avec zéro préparation sur ce qui allait se passer avec. Donc, nous, on s'est pris les trucs, les écrans, les PS4, les trucs, voilà. Vous avez la chance de partir avec un peu plus de recul. Mais bon, en gros, ce qu'il explique, c'est qu'avant 3 ans, le moins d'écran possible, voire zéro si possible. Ils ont besoin de jouer, ils apprennent à parler, etc. Pas de télé. 3 à 6 ans, toujours avec un adulte, toujours, et toujours discuter de ce qui a été vu. C'est jusqu'à 6 ans, ils n'ont pas de différence entre le virtuel et le réel, donc ils prennent tout pour argent comptant. Donc toujours en parler en famille. Ensuite, 6-9, lui, ce qu'il propose, c'est peut-être d'utiliser cette volonté très créatrice qu'ont les enfants à cet âge-là, parce qu'ils ont plein d'imagination. Donc, par exemple, il dit, pareil, on apprend les règles du jeu aussi avec cet outil qui est l'écran. Si ça te passionne, un appareil numérique, faire des montages photos, en lui expliquant qu'il y a des droits à l'image, qu'il y a un droit à l'intimité, peut s'intéresser à des logiciels de création numérique. Voilà, on l'invite à créer avec toujours un timing bien vu. Pas prendre l'habitude de commencer à noter combien de temps j'ai passé sur l'écran, avoir un petit carnet par exemple. Je trouve ça très utile. J'aurais aimé savoir ça. 9-12, alors il commence à passer plus de temps sur les écrans. Et on sait que c'est même pas sur les petits 3-6 ans, c'est aussi sur les 9-12 que plus on passe de temps sur les écrans, plus on perd en fait de capacité de concentration pour une histoire terrible de dopamine qui prend le relais sur toutes les fonctions d'apprentissage des enfants. Donc en fait, le cerveau s'habitue à suivre et enchaîner des mouvements et des actions plutôt que se mobiliser volontairement sur une tâche. Donc c'est une espèce de baisse de la volonté de se mobiliser sur un travail qui arrive. Donc là, il faut probablement
aussi commencer à vraiment mettre en place ce qu'ils appellent un carnet du temps d'écran. En fait, on ne se rend pas compte du temps qu'on passe sur un écran. C'est ça qui est affreux, quoi. C'est qu'on peut y passer 3 heures sans le savoir, quoi. Donc, il faut aussi parler avec lui de ce qu'il voit sur les écrans et puis commencer à lui parler des 3 règles d'Internet. Tout ce qu'on y met peut tomber dans le domaine public. Tout ce qu'on y met, il restera éternellement. Et il ne faut pas forcément croire tout ce qu'on y voit. Bon, enough sur les écrans. Est-ce qu'on peut, vous voulez qu'on fasse une petite pause pour voir s'il y a déjà des questions? Je parlais de ce mot d'éducation cosmique. Ça, c'est une grande idée merveilleuse de Maria Montessori qui disait « Nous pouvons améliorer la race humaine en aidant l'enfant à construire sa personnalité et à acquérir sa liberté morale. L'un des moyens pour y parvenir est l'éducation cosmique, qui donne à l'enfant une orientation et un guide dans la vie. Car cette éducation a pour objectif de préparer l'enfant pour la tâche qui l'attend dans sa vie d'adulte, de façon à ce qu'il se sente à l'aise dans son propre environnement, dans lequel il lui faudra vivre plus tard comme un être indépendant. » Moi, ce que je fais en plus de mon travail avec les enfants, c'est que j'oriente des jeunes aussi pour leur carrière professionnelle, et pour des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Et c'est vrai qu'un des sujets qui revient souvent, c'est pourquoi suis-je fait, est-ce que je fais le boulot ou les études qui me correspondent, et on sent un vrai malaise de ne pas trop savoir pourquoi on est là, quoi, finalement. Et c'est à partir de 6 ans, l'enfant commence à rentrer dans cette recherche de sa place dans le monde. Et il commence à poser des questions qui sont aussi assez mystiques et spirituelles. Et il se dit, mais où est-ce que j'étais avant? Pourquoi je suis là? Et Dieu était-il là avant la création? Est-ce que Dieu était tout seul? Où est ma grand-mère qui est morte? Qu'est-ce que la vie? D'où vient la vie? Est-ce que la vie est bonne à aimer? Et c'est vrai qu'à l'école, souvent, il n'y a pas beaucoup de réponses à ces questions, notamment parce qu'ils font des matières de manière assez morcelée. Il n'y a pas vraiment de principe unifiant en fait, entre toutes les matières. Or, quand on regarde l'univers, quand on regarde le développement de la vie, on voit bien qu'on a cette perception que tout ce qui existe, que ce soit matériel, organique ou inorganique, vivant ou non vivant, psychique ou physique, se développe d'une façon globale. C'est-à-dire que pour Maria Montessori ou même je sais pas, un Teilhard de Chardin par exemple, toutes les belles avancées dans l'évolution de la vie ne sont pas juste chaque être qui a un instinct de survie, mais en fait chaque être correspond et contribue de manière consciente ou inconsciente à une espèce de grande mission cosmique. Et donc pour que ce plan cosmique fonctionne de manière cohérente, voilà, toute la création en fait travaille ensemble avec une complémentarité. Donc chacun, que ce soit des animaux ou des objets, contribue à faire fonctionner cet univers, quoi. Et pour nous, les humains, à assurer donc, l'avenir des générations qui viennent. Et donc, en fait, nous, les humains, on a cette fonction de faire accomplir. Donc, elle voulait aider les enfants à comprendre en fait leur place dans ce grand cosmos, en leur donnant des grands récits pour saisir le grand panorama du monde. Et pour qu'ensuite, ils arrivent à s'identifier en disant où est ma place là-dedans, quoi. Donc, l'éducation cosmique, c'est vraiment typiquement un truc qu'on fait avec des 6-12 ans pour utiliser leur faculté d'imagination qui leur permet en fait de comprendre le réel, mais avec cette espèce de grand récit d'ensemble. Donc, les grands récits touchent, on va en parler un peu plus en détail, mais à tout ce qui est phénomène collectif, la nature, la société humaine, quoi. Donc, c'est pour ça que, par exemple, les héros vont s'inscrire vraiment dans ce grand récit de l'avancement du monde. Alors, les grands récits, il y en a, je les ai indiqués là, ça c'est les récits de Maria Montessori. Donc, en fait,
vous avez remarqué peut-être à cet âge-là que les enfants ils développent des passions pour des sujets. Alors, ça va être les dinosaures, les planètes, la fabrication du pain, les chevaliers, les animaux, les chevaux, les Playmobil, la calligraphie, les pierres précieuses, les tours de magie et Dieu sait quoi. Donc, ils se développent, ils ont une espèce de passion par moment. Et c'est vraiment intéressant de les encourager parce que, et puis d'abord, vous passerez des moments super avec eux. Et par exemple, ça peut être une façon de déclencher les passions pour des sujets, c'est de rentrer dans des grands récits. Donc un grand récit, c'est une grande histoire qui développe une grande perspective globale sur l'univers, la vie, l'homme, l'écriture. Et ensuite, l'enfant va pouvoir inscrire des événements et des personnages particuliers, voire en s'incluant lui-même, au sein d'un espèce de grand panorama. On va en lire un récit, comme ça vous donnera une idée, quoi. Et en fait, c'est vraiment très intéressant de pouvoir passer du temps sur ces grands récits avec vos enfants pour ça, quoi. Il faut dire aussi que ces grands récits, en général, ont une chronologie et l'enfant a vraiment besoin à cet âge-là de se situer dans le temps. On avait vu la dernière fois que les 3 besoins spirituels des enfants, c'est le besoin d'être en relation, le besoin d'explorer le mystère de la vie, de la mort, on en avait parlé la dernière fois, mais ce besoin nouveau qui émerge à partir de 6 ans, c'est d'explorer le mystère du temps. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous lire un des plus grands récits qui soit, à la façon de Maria Montessori, et c'est ce que je fais moi avec les enfants en éducation religieuse à partir de 6 ans, qui est la Bible. Il n'y a pas de plus grand récit que celui de la Bible. Alors, je vous ai montré, j'ai quelques photos d'enfants en train de travailler avec le matériel. Alors, il faut imaginer que le récit que je veux vous raconter, normalement, je le fais avec un ruban de 30 mètres de long pour montrer la durée du temps. Alors, c'est un espèce de ruban à gros grains où il y a des espèces de petites lignes. Alors, on voit qu'il y a une petite ligne, c'est 1000 ans. Alors, quand ils voient 30 mètres avec ces lignes, ça leur donne une idée. Et en fait, je déroule ce ruban et on dépose des objets et des choses au fur et à mesure. Enfin, vous avez une capacité d'abstraction bien plus grande, donc je vais me contenter de vous mettre quelques petites photos et vous dérouler en fait ce beau récit pour vous faire comprendre en fait cette façon dont on peut capturer l'imagination des enfants avec cette éducation cosmique. Alors, je vous parle comme si vous étiez des enfants. La Terre sur laquelle nous vivons a été formée il y a de très nombreux siècles. Il y a beaucoup, beaucoup de millénaires. Tellement que nous n'avons jamais réussi à les compter avec exactitude. Peut-être il y a 20 milliards d'années. Il semble qu'à un moment de la création de l'univers, il y ait eu une masse enchevêtrée qui comprenait tous les éléments qui plus tard a formé la Terre. Cette masse était appelée chaos. Pourtant, à partir de ce chaos, tous les éléments ont progressivement trouvé leur place. Certains sur la surface de la Terre, d'autres dans les profondeurs de la Terre. Lorsque la Terre fut prête et qu'elle put accueillir la vie, des plantes et des arbres commencèrent à apparaître sur la Terre. Des plantes qui germèrent et poussèrent à partir de graines. Les herbes, les arbres et les fleurs colorées rendaient la terre plus belle et l'air plus respirable. Puis, quelque chose a commencé à bouger sur la terre. Sur une très longue période de temps, différentes sortes d'animaux sont apparus. Les poissons qui nageaient dans l'eau, les oiseaux qui volaient dans les airs et enfin les animaux qui se déplaçaient sur la terre. Une fois de plus, un long moment s'est écoulé, puis un tout nouveau type de créature est apparu sur la terre, les êtres humains. Ils se distinguaient de toutes les autres créatures de la terre par une capacité spéciale de leur esprit et de leur raison et une merveilleuse aptitude à travailler avec leurs mains. Ce fut un grand moment dans l'histoire de la création lorsque les gens ont pris les choses qu'ils trouvaient dans le monde et en ont fabriqué de nouveaux objets.
Les êtres humains ont pu faire cela parce que leurs mains étaient guidées par l'intelligence. Les hommes ont réalisé qu'autour d'eux se trouvait tout ce dont ils avaient besoin. Et ils se sont donc posé la question: qui a bien pu nous préparer cela? Nous aussi, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous poser des questions. Comment se fait-il que les êtres humains aient trouvé tout ce dont ils avaient besoin à leur disposition? Qui a pu préparer tout cela avec autant de soin, avec autant d'amour? Nous trouvons la réponse dans le livre que nous appelons la Bible, où nous lisons: au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. C'est Dieu qui, pendant les siècles et les millénaires, a travaillé pour l'humanité. Dieu a travaillé pour les êtres humains, mais sans leur aide. Dieu a tout préparé pour les hommes, afin que lorsqu'ils apparaissent enfin sur la terre, ils ne manquent de rien. Nous appelons le grand travail que Dieu a fait pour l'humanité depuis le début la création. Les humains sont arrivés en dernier parmi tous les éléments de la création, comme les invités qui arrivent à un banquet alors que tout est déjà préparé. Ce n'est que lorsque la terre a trouvé son ordre, après l'apparition des plantes et des animaux, que Dieu a dit: faisons les êtres humains à notre image et qui nous ressemblent vraiment. Là encore, beaucoup de temps a passé. Puis un jour, à Bethléem, un enfant est né qui était comme l'un de nous et qui était en même temps le Sauveur, Jésus-Christ le Seigneur. Cet enfant a grandi et comme toute personne humaine, il est mort. Mais il est le vivant, il est plus fort que la mort. Il est inutile de le chercher parmi les morts. Il est ressuscité. Et depuis le jour de sa résurrection, le Christ donne aux gens une vie comme la sienne, une vie plus forte que la mort. Unis à lui, les gens naissent à une vie nouvelle. Ce sont des hommes, des femmes et des enfants nouveaux. Nous appelons la grande œuvre que le Seigneur a accomplie en ressuscitant d'entre les morts la rédemption. La nouvelle vie du Christ a ressuscité, a enrichi de nombreuses personnes et un jour elle nous a aussi rejoints, nous qui vivons aujourd'hui à Londres ou ailleurs. Nous aussi, nous sommes devenus des hommes, des femmes et des enfants nouveaux. Nous aussi, nous sommes entrés dans l'histoire du royaume de Dieu. C'est une très longue et très grande histoire et j'en fais partie. L'histoire du royaume de Dieu est comme un grand livre dans lequel de nombreuses pages ont déjà été écrites et dans lequel il y en a encore d'autres qui doivent être écrites. Aujourd'hui, nous écrivons déjà une page et la prochaine page blanche est celle de demain. Nous aussi, nous devons écrire sur cette page, nous qui vivons aujourd'hui ici au Royaume-Uni. Et la foule de nouvelles personnes qui continuera toujours d'avancer, de grandir et de remplir la terre jusqu'à ce jour où Dieu sera tout entier en tous. Et les prophètes nous parlent de ce jour-là et nous disent que même la création que Dieu a créée au début sera renouvelée. Pour être éclairé, tu n'auras plus besoin du soleil pendant le jour, ni de la lune pendant la nuit. Moi, le Seigneur ton Dieu, je serai pour toi une lumière sans fin et je t'éclairerai de toute ma clarté. Et comme les prophètes nous le disent, la mort sera vaincue à jamais. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, la mort n'existera plus, il n'y aura ni deuil, ni cri, ni souffrance. La parousie, c'est le moment où Dieu sera tout entier en tous.
Alors, notre histoire commence avec la création, elle culmine avec la rédemption et se terminera à la parousie. Cette histoire, ça s'appelle l'histoire du royaume de Dieu et elle est racontée dans la Bible. Et avec ça, je peux occuper des enfants pendant 6 ans. C'est-à-dire qu'en fait, je peux zoomer dans chacun des aspects de la création avec le niveau de détail qu'on veut. Donc, on peut regarder avec les enfants cette création et en quoi cette création est extraordinaire et permet de subvenir, que ce soit le monde minéral, le monde végétal et le monde animal, à nos besoins. On peut examiner aussi ce que les hommes ont inventé depuis qu'ils ont été créés, toutes ces inventions qui nous sont tellement utiles aujourd'hui. On peut zoomer sur les hauts et les bas de toutes les civilisations et ce qu'elles ont apporté les unes aux autres. On peut zoomer sur la vie du peuple de Dieu, Israël, pendant toute cette période et comment ce Dieu d'alliance s'est rapproché de plus en plus de son peuple. Je peux regarder tous ceux qui ont contribué, la vie des héros qui ont contribué à bâtir ce royaume. Et on peut aussi travailler avec les enfants sur et comment moi je vais écrire cette page blanche pour contribuer à la fin de l'histoire qui est aussi déjà écrite dans la Bible, qui est ce moment où Dieu est tout en tous, il n'y aura plus ni cri, ni larmes, ni maladie, ni mort. Donc voilà un exemple de... Alors ça, c'est la version chrétienne. Alors après, il y a tous ces très beaux récits qui parlent aussi de l'invention de l'écriture, de l'univers, de la création qui passionnent les enfants. Et donc moi, j'ai des enfants qui, ça fait 3 ans, qui travaillent toujours sur une version d'un long ruban. Là, vous voyez tout à l'heure un enfant qui travaille avec un long ruban, où il rentre dans le détail de plus en plus. Voilà, mais il a déjà un framework, la communauté anglais globale, dans lequel il peut inscrire toutes ces découvertes. On peut parler des dinosaures qui ont disparu, mais au moins on sait dans quoi ça s'inscrit, en fait, dans cette grande histoire. Est-ce qu'il y a